Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Il a de la Packer. Maston Packer. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, le rewind du Super Bowl, le dernier épisode de la saison. Et pour m'accompagner sur cet épisode où tout le monde dans l'équipe s'est battu pour le faire, tellement on était tous motivés à parler de ce match, le grand gagnant de ce combat, ou plutôt même le plus courageux, n'est-ce pas? C'est PA. Salut PA, comment tu vas? Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Ouais, le grand gagnant ou le plus dispo, c'est selon. Mais écoute, ça va très bien. On a fait une vraie nuit là, dans la nuit de lundi à mardi, pour se requinquer un petit peu, pour récupérer un petit peu de ces émotions de cette belle soirée. Et puis voilà, on va vous débriefer ce match-là et puis partir un petit peu aussi sur d'autres horizons. Voilà. C'est vrai. Bon, alors, je pense que vous avez tous vu le match, vous avez vu au moins le score. Mais pendant la soirée, on s'est tous rencontrés pour en discuter 5 minutes. Parce que c'était même plus intéressant que le match. On se demandait ce qu'on allait faire en rewind. Et c'est vrai que GG, quand même, avait lancé qui est chaud et motivé pour le faire. Et quand il y a eu deux réponses de deux zozos, là, donc la tienne et la mienne, GG a quand même balancé un faites-vous plaisir. Donc en gros, il fallait lire débarrassez-nous de cette immondice. Voilà. Ah, j'avais lancé pendant la soirée. Il faut que l'émission elle dure le temps du score du match, c'est-à-dire le nombre de points qu'allaient mettre les Eagles. On va essayer de tenir 40 minutes parce que les Eagles ont mis 40 points. Exactement. Bon, alors du coup, hein, on ne le cache pas, on était tous ensemble. Première fois pour l'équipe qu'on se voyait tous en réel. Hein. On était à la soirée organisée d'une main de maître par Franz, d'ailleurs qu'on remercie. Hein. La soirée était vraiment incroyable au Bellucci Bar, hein, bar de sport près de la gare du Nord. Si vous voulez y aller, un endroit super sympa. On a été très bien accueillis. On avait une salle pour nous. Il y avait du monde. Je pense qu'on n'a même pas vu tout le monde. On n'a même pas salué tout le monde tellement il y a eu des va-et-vient dans tous les sens. En tout cas, super soirée. Très content de vous avoir retrouvés, les gars. C'était cool, au moins de partager un match tous ensemble en réel. Pour remercier un peu tout le monde, hein, les bowlers d'avoir aussi participé, tous les invités d'être venus. Petit coucou et petit clin d'œil à Vince qui nous a gratifié à chacun d'une carte de sa collection. Un grand merci à toi, Vince. Ça fait chaud au cœur. On a reçu une carte d'un joueur de notre équipe. Donc voilà, moi le collectionneur, je suis très content. Vous, je crois que c'était votre première carte, les gars. Donc peut-être Ouais. première, peut-être dernière, mais en tout cas une carte que vous garderez avec grand plaisir, je pense. Oh oui. Toi, t'as eu le Gronk, je crois. J'ai eu le Gronk, ouais. Ouais. Il y avait cette bataille-là avec Doug pour Brady. Écoute, Vince a donné Brady à Doug et il a eu bien raison parce que le Gronk est beaucoup plus Patriots référence que, j'allais dire que Brady, oui et non, mais en tout cas, Brady a un peu plus marqué l'histoire des Bucks que ne l'a fait Gronk. Donc, je suis très content d'avoir eu Robert en carte. En, est- Merci beaucoup, Vince, effectivement, ça m'a fait très chaud au cœur. en effet. Et puis du coup, bah, au cours de la soirée, avant le match, on a eu le droit à un magnifique jeu que tu as préparé et animé d'une main de maître avec Alex. Et pour dire, hein, d'ailleurs, petite réclame de notre part, hein, on n'a même pas gagné la team LFO. Je crois qu'on était troisième à l'avant-dernier, au dernier jeu. On a fait un magnifique 0 pointé. On ne s'est même pas du coup qualifié pour la finale et du coup on n'a même pas eu d'élo. D'ailleurs, félicitations aux Fantasy Ballers qui s'associent, je crois, aux Paris Musketeers pour la saison prochaine. Et les Paris Ouais. Musketeers qui ont régalé, hein, qui ont offert un maillot et des places Mm. pour la prochaine saison. D'ailleurs, une saison qui se termine, on va se rabattre sur ce qu'on peut. Il y aura l'EFL qui commencera en mai. Hein, allez, si vous pouvez soutenir les Musketeers, hein, ça promet d'être une belle saison. Il y aura aussi l'UFL côté US, je crois que ça commence en mars, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on regardera ça avec attention. Et puis la draft, forcément, qu'on va suivre, histoire de se sevrer de ce manque jusqu'en août prochain de la prochaine saison de NFL. Non, en tout cas, c'était cool. Hein, la soirée était vraiment bonne. Hein, si tu as peut-être ton avis à donner, PA. Ouais, très très bien organisé. On a bouffé toute la soirée. Certains de l'équipe ont bu toute la soirée.
Pas tous, on citera pas de nom, ils se reconnaîtront directement. Le quiz effectivement, merci aussi à Marc de Fantasy Ballers parce que voilà, il a fait aussi un thème sur la fantasy qu'on maîtrise absolument pas avec Alex et c'était très, très bien. Ça a fait Ouais. participer tout le monde et écoute, nous, on a pris énormément de plaisir avec Alex de préparer côté, front office. On a pris beaucoup de plaisir aussi à l'animer et on remercie tout le monde parce que tout le monde a joué le jeu en fait et on a enfin voilà, je vais parler pour moi, je trouvais ça extrêmement agréable et en plus, on n'avait pas l'info qu'il y avait des cadeaux aussi et des lots offerts par les Musketeers. Donc voilà, il y avait du jeu, de l'enjeu, comme le Super Bowl finalement. Donc écoute, ça a permis d'animer l'avant Super Bowl, de passer un très très bon moment, de très bien se marrer également. Et puis bah, félicitations aux grands gagnants. Et les deux last man standing qu'on avait préparé avec Alex, c'était extrêmement dur, on le savait. Donc ceux qui ont gagné l'ont largement mérité. Donc une nouvelle fois, bravo à eux. C'était dur même avant, hein. Franchement, il y avait des trucs, on débattait là, on était 4-5 là-dessus, là, c'était compliqué, hein. Ah, écoute, on a un petit peu fait exprès sur certains thèmes, on a fait exprès de pousser le vice comme on sait le faire, mais voilà. Ah, vous avez bien travaillé votre truc, hein. Franchement, c'était super intéressant. Bon, du coup, PA, maintenant, parlons des choses qui fâchent ou non. Tout dépend si tu es supporter des Chiefs ou des Eagles ou si tu étais aussi un supporter neutre, hein, de toute façon. Il y a eu quand même dans la nuit, du coup, de dimanche à lundi, le Super Bowl qui mettait un point final à cette saison entre les Chiefs qui étaient partis pour un record historique, hein, un three-peat, 3 victoires d'affilée, et les Philadelphia Eagles qui étaient finalement un petit peu les contenders de cette édition, qui étaient aussi les revanchards du Super Bowl d'il y a 2 ans, hein, qui avaient vu la victoire des Chiefs face aux Eagles. Et j'ai envie de te dire, on a eu un match unilatéral d'un seul côté, une équipe contre des poussins. Et étonnamment, ce ne sont pas les Chiefs qui ont mené à la baguette ces pauvres Eagles, c'est l'inverse. Ce sont les Eagles qui ont presque massacré les Chiefs 22-40. Et alors 22 points, enfin 22-40, ça paraît pas si énorme que ça. Mais les points marqués par les Chiefs, c'était beaucoup dans ce qu'on appellera le garbage time, hein, pour dire à la mi-temps, il y avait déjà 24-0. Le match était déjà quasiment plié. Alors, on y croyait un petit peu parce que c'était les Chiefs. Mais les Chiefs sont passés totalement à côté de l'événement. Ouais, ils sont passés à côté de 3 cartons, je dirais. Parce que le premier carton, écoute, je trouvais que c'était un match serré. Les Eagles arrivent à mettre un touchdown sur leur deuxième série offensive, mais après, il y a interception, il y avait un punt sur la première série. Il y avait un match serré. On était assez étonnés malgré tout de voir les Chiefs punter à chaque fois au bout de trois jeux. Donc ça, c'était étonnant de notre côté, effectivement. Mais voilà, après, il y a eu des faits de jeu, des faits de match qui ont fait que le Super Bowl a basculé dans un peu de l'irréel parce que les Eagles se sont complètement envolés je dirais, au milieu du deuxième quart-temps. Avec du coup l'interception avec le pick six de Cooper DeJean. Donc vous avez sûrement vu ça passer, mais on va quand même le dire. Donc c'était la première interception de sa carrière en NFL, le jour de son anniversaire au Super Bowl. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas trouvé meilleure scène et meilleur moment pour le faire. Et puis une autre interception lancée par Mahomes, qui 2 jeux après est convertie par un touchdown par les Eagles. Donc en fait, il y a eu des faits de jeu, des Chiefs, ces 2 interceptions-là, qui apportent 14 points sur le milieu du deuxième quart. Et en fait, quasiment, au lieu d'être à 10-0 à la fin de la mi-temps, si défensivement les Chiefs réussissaient à arrêter l'attaque des Eagles, on se retrouve à 24-0. Et effectivement, comme tu disais, bah, le match était quasiment plié en tout cas. On s'était dit entre nous, bon, on va pas tirer sur les Chiefs encore, on va voir ce que ça va donner. Et surtout, les Chiefs avaient le ballon au retour de la mi-temps, donc on s'est dit, c'est à ce moment-là où ils doivent mettre des points, un field goal, mais au mieux un touchdown. Et ça s'est pas du tout passé comme ça parce que ils ont punté au bout de 5 jeux au retour de la mi-temps. Les Eagles, eux, ont mis un field goal, turnover and down du côté des Chiefs et touchdown côté Eagles. Donc en fait, ils se sont pris un 10-0 au retour de la mi-temps, 34-0. Oui, effectivement, là, il n'y avait plus d'espoir du côté de Chiefs parce que de toute façon, ils ne montraient rien sur le terrain qui laissait présager ou penser qu'ils pouvaient remonter. Donc, Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai même l'impression
et je te le disais en off tout à l'heure. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas tellement la défaite, hein, parce que les Chiefs, ça reste les Chiefs, mais à un moment, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils peuvent perdre aussi. Mais moi, c'est surtout l'inaction dans le coaching. C'est-à-dire que les Chiefs, du début à la fin, on n'a pas eu l'impression qu'ils aient changé leur façon d'aborder le match, leur changement de playbook, leur changement de système. Ils sont restés du début à la fin sur la même ligne directrice. Sauf que au bout d'un moment, quand ça fonctionne pas, faut peut-être essayer d'autres choses. Et en fait, pour moi, ils ont été à la ramasse du début à la fin. Alors oui, il y a le premier quart-temps où il y a que 7-0, donc pourquoi pas, ça commence bien. Mais quand tu commences à voir que le match t'échappe au deuxième quart-temps, c'est quand même en face une équipe ultra complète et surtout une défense de fer des Eagles. Donc il fallait peut-être aussi tirer la sonnette d'alarme et peut-être essayer d'autres choses. Et je pense que ça soit Mahomes, que ça soit Kelsey, que ça soit Reed, parce que souvent on met quand même ces trois-là en avant quand on parle des Chiefs et quand on parle de l'offense, surtout des Chiefs. À un moment, il fallait essayer de changer des choses. Et non, pour moi, les mecs, ils étaient dans le formol tout le match, en fait. Et je te le disais tout à l'heure, par exemple, si on regardait un peu la fiche des stats, parce que du coup, après, je me suis refait vite fait le match, mais tu regardes les stats, par exemple, je sais pas, un Travis Kelce, on pourra en reparler, Travis Kelce qui est totalement passé au travers de son match. 6 targets, bon, il a eu quand même 4 réceptions, mais pour 39 yards, 0 touchdown. Et puis c'était pas beau ce qu'il a produit. Pourquoi tu n'essayes pas de jouer plus sur un Noah Gray, par exemple, qui a fait une saison plutôt solide, plutôt correcte. Moi, j'ai trouvé qui apportait des solutions et qui avait remplacé un petit peu Kelsey pendant qu'on le mettait un petit peu de côté, qu'on le reposait pour les playoffs. Pourquoi tu joues pas plus sur lui? Non, Noah Gray, il a eu une target, quoi. Point final. En plus, s'il l'a eu, il a fait que 2 yards. Alors, certes, c'est pas glorieux, mais fallait peut-être jouer plus sur lui, quoi. Tu vois? Ouais, il y a quand même beaucoup de choses à en dire côté Chiefs, effectivement, parce que tu disais, ils ont mis 22 points, et c'était vraiment dans du garbage time où il y a un moment donné où les Eagles avaient mis l'équipe B. C'était heureusement qu'ils mettaient des points, du coup, les Chiefs sur cette partie du match. Mais ouais, il y a quand même pas mal de questions sur. Moi, je dirais plutôt sur le côté offensif, parce que défensif, c'est vrai, quand tu arrives à la mi-temps à 24-0, alors défensivement, en fait, ils se sont pris que 10 points. Il y a eu le touchdown de Jay Brown, mais suite à l'interception de Mahomes, et du coup, Jalen Hurts et les Eagles repartent quasiment des 20 yards au niveau des Chiefs, donc c'est vrai que ça aide aussi pour mettre un TD, mais je trouve quand même que défensivement, sur la première mi-temps, les Chiefs avaient fait le taf plutôt bien. Ils avaient bien limité Saquon Barkley, on pourrait y revenir. Ils avaient bien limité le jeu offensif, le jeu à la passe. Et qu'offensivement, côté Chiefs, je te rejoins, il n'y a pas eu du tout d'ajustement. On a vu que la ligne offensive a été mise en difficulté très très rapidement dans le match. Il y a une stat qui est sortie, tout le monde la sort, mais en même temps elle est assez terrifiante, je trouve. C'est que sur tous les snaps du côté de Chiefs, il y a eu 52% de fois la pression. Enfin, 52% du temps, la pression, sans blitz. Les Eagles n'ont jamais blitzé du match, donc c'est-à-dire qu'avec leurs seuls 4 joueurs de la D-line, ils ont réussi à mettre la pression 52% du temps sur Mahomes. C'est juste énorme, monstrueux. Il faut se rendre compte qu'en fait, si tu bloques, c'est-à-dire tu as les 5 joueurs de ligne offensive et Mahomes, en fait, avec 4 joueurs des Eagles, ils prenaient en charge 6 joueurs des Chiefs. Donc ça veut dire que sur le terrain, réellement, alors tu comptes tight end, receveur et running back, tu n'avais que 5 joueurs disponibles pour 7 défenseurs des Eagles. Donc oui, effectivement, le jeu de passe, il est largement mis en difficulté quand tu as quasiment 2 joueurs sur 2 joueurs défensifs sur un joueur offensif. Donc ça s'explique là-dessus. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Probablement que oui. Et ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas avoir essayé. Pourquoi ne pas avoir persisté sur le jeu de course? Et en fait, je dis persister, mais dès le début du match, ils ont fait que lancer. Donc pourquoi ce plan de jeu-là? Alors oui, la ligne défensive des Eagles, elle est terrifiante, effectivement, et contre le run game, ils sont extrêmement bons, on le savait, mais essaye de les contourner, essaye de faire des jeux, des outside zones, essaye de faire des screens, essaye de faire des choses comme ça, des choses des jeux qui ont déjà fonctionné quand tu étais les Chiefs, en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont vraiment voulu faire des jeux de gros jeux, je dirais, de 5-7 yards en jouant sur des jeux intermédiaires, des jeux longs. Là où, en fait, quand tu as une pression comme ça, il faut réussir à mettre en place un jeu de course et un jeu court, surtout. Et j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas rectifié ça, ne serait-ce qu'à la mi-temps.
parce qu'ils sont repartis billes en tête sur le même plan de jeu. Je J'ai pas compris pourquoi ils ont passé Joe Thuney pendant les playoffs sur le poste de tackle gauche, alors qu'on sait que son poste de prédilection, c'est garde gauche et on l'a vu sur la première interception de Mahomes, on en a parlé avec Doug. Bah, Thuney, il se fait rentrer dedans, il se fait reculer comme pas possible par Josh Sweat et il devrait pas. Ça, on est d'accord que voilà, Thuney, il s'est fait battre en 1 contre 1 et bah, c'est pour sa pomme. Je parle de ça parce que du coup, il percute Mahomes, ce qui donne en fait un lancer un petit peu étrange et ça peut expliquer, je dirais, que De Jean arrive à prendre la balle, ou en tout cas passe à ce moment-là. C'est un super jeu de Jean, hein, je lui retire rien. Mais voilà, Mahomes se fait percuter juste au moment de sa passe et on sait que pour un QB, il faut la stabilité et que ça peut jouer là-dessus. Il se bat en 1 contre 1. À un moment donné, oui, les tackles, le côté gauche a toujours été une difficulté sur la saison. Mais pour moi, mettre Thuney, bah, c'était juste un pansement sur un problème beaucoup plus large, beaucoup plus étoffé. Et en fait, ça t'affaiblit également le centre de la ligne qui était la force principale côté Chiefs, parce que tu avais Trey Smith et tu as Creed Humphrey et Joe Thuney en garde gauche. Tu enlèves Joe Thuney, tu mets un mec un petit peu moins bon, et bah, de manière automatique, la ligne offensive s'affaiblit et sur les 5 joueurs autour, parce que Humphrey devait aussi intervenir sur le garde gauche qui remplaçait Thuney. Donc, il y a un mélange de tout ça et moi je me suis noté aussi, parce que ça avait été le cas pour les Patriots il y a quelques années, mais ces équipes-là qui font année après année les playoffs et qui vont aussi très loin en playoffs, finale de conf ou Super Bowl, bah, à un moment donné, en 3-4 ans, et bah, les joueurs ils se prennent aussi quasiment une saison supplémentaire de football américain, parce que tu as l'intensité qui augmente avec les playoffs, tu as le nombre de matchs qui va avec, et au final, sur 3 ans ou 4 ans, bah, tu es amené à jouer 3 ou 4 matchs de plus que des équipes qui se font éliminer en saison régulière. Bah ouais, mais 3 ou 4 matchs sur 3 ans, ça te fait une saison pleine. Donc il y a aussi, je pense, à un moment donné, des organismes qui arrivent fatigués. On a vu par exemple Chris Jones qui a tiré la langue pendant tous les playoffs, qui voilà, il a son genou là avec son truc. Il sentait qu'il n'en pouvait plus, il a fini blessé le match. Bah ouais, mais c'est les corps qui lâchent parce qu'il y a eu l'accumulation de playoffs et bah ils ont remporté du Super Bowl, donc ça, ils ont eu raison de le faire, hein. On ne pourra jamais leur reprocher. Ils étaient encore au Super Bowl cette année, mais je dirais qu'il y a une certaine logique là-dessus alors, qu'il y ait une telle explosion, ça reste étonnant, mais une logique de baisse de forme, malheureusement, au mauvais moment pour eux, quoi. Ouais. En effet, j'ai l'impression quand on parlait là, ce problème de ligne, d'un Mahomes constamment sous pression et donc sans solution offensive, en fait, tu pourrais reprendre, le Chief Buccaneers d'il y a Ouais. quelques saisons Mmh. et en fait, tu te retrouves et Complètement. finalement, est-ce que c'est pas ça le talon d'Achille, des Chiefs? Parce que OK, c'est une équipe d'expérience, OK, c'est une équipe quand même complète et surtout très bien coachée, mais à partir du moment où tu arrives vraiment à neutraliser, Mahomes qui est pour le coup et ça le souligne encore plus, vraiment un magicien. C'est-à-dire que si tu arrives à lui enlever, tous ses pouvoirs en fait, il arrive plus à porter l'équipe et en fait, tu vois les faiblesses et les limites très vite de l'équipe et au final, ça devient presque pas non plus trop tirer dessus, mais ça devient presque une équipe lambda, une équipe comme tout le monde dans la ligue et qui a aussi ses faiblesses, qui a aussi ses failles et qui est limitée dans certaines actions, dans certains jeux et au final, ça donne ça, quoi. Donc Mmh. c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai que tu en parlais et c'est sûr, il y a la fatigue, même, un Kelce, hein, certains l'ont souligné, hein, il avait une tête mais complètement, dépravée. Lui qui encore, cette semaine en conférence, hein, disait que c'était sûrement peut-être pas sa dernière saison, il commence alors c'est toujours des blablas, mais il y a des insiders qui commencent à dire que peut-être il remet en doute et qu'il va peut-être aussi lui arrêter. Il envisage peut-être, de s'arrêter, donc peut-être aussi une fatigue de son côté. Mmh. À 35 ans, forcément, quand tu es comme ça. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique. Faut le dire aussi, c'est compliqué. Quand tu as les Chiefs et que tu gagnes tout le temps, c'est compliqué quand tu es face au mur de pouvoir te remettre en question. Et il y a peut-être ça aussi qui joue. Parce que ton système, il a tellement été performant pendant X saisons que tu te dis de toute façon, ça va fonctionner, ça va continuer de fonctionner. Et quand tu te retrouves devant une réalité, là, les Eagles qui arrivaient à contrer ça, ils ont eu du mal à s'avouer que, ouais, là, notre système, il est peut-être pas bon, il aurait faudrait peut-être le changer. Mais quand tu es habitué à gagner comme ça pendant X temps, c'est compliqué de se dire: «Bah, allez les gars, on se motive, on le fait d'une façon différente et ça pourra peut-être fonctionner». Et du coup, c'est compliqué. Alors ça peut aussi leur faire du bien aux Chiefs, hein. Des fois, une petite défaite comme ça met une petite claque derrière la tête, ça te réveille, ça te remet les idées en place et te dire: «Ah ouais, c'est vrai, on peut nous battre, on peut aussi perdre, on peut aussi passer à côté, de la saison». Parce que
clairement, la saison est quand même très belle des Chiefs. Et quand tu es les Chiefs, il n'y a que la victoire finale. Sinon, la saison, elle est presque ratée parce ils ont tellement mis un niveau haut au cours de ces dernières années que de toute façon, si tu remportes pas la bague pour les Chiefs, la saison est perdue. Enfin, elle est ratée en tout cas. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur les Chiefs, mais on va quand même revenir aussi sur les Eagles, parce que du côté des Eagles, alors on a une défense incroyable, une défense, tu l'as expliqué tout à l'heure, hein, mais qui a totalement étouffé Mahomes. C'est-à-dire que même Mahomes, je dis qu'on va parler des Eagles, mais je reviens un coup sur les Chiefs. Même Mahomes, finalement, tu te rends compte, ils ont tenté 32 passes, les Chiefs, et ils ont tenté 11 courses. Et sur ces 11 courses, celui qui a couru le plus de fois, c'est Mahomes 4 fois. 4 portées pour 25 yards. C'est le meilleur coureur de l'équipe. Hein. On ne sait pas où ils ont foutu Hunt. Ils se sont dit non, ça ne sert à rien, Hunt. Perrine, pareil. Lui, à mon avis, il est bien fini. Pacheco aussi, 3 portées, 7 yards. Et le plus long, c'était 6. Hein, donc pour dire, donc il n'a pas beaucoup avancé les 2 autres fois. Mais voilà, et Mahomes, pareil. Mahomes, d'habitude, très bonne gestion de la poche. Là, sa poche, clairement, il ne l'avait pas. C'est-à-dire que la poche, elle explosait en à peine 2 secondes. La ligne défensive des Eagles, c'était incroyable. Et c'est-à-dire qu'en fait, Mahomes, c'est soit il n'avait pas le temps de lancer, et quand il lançait, et là, pour le coup, c'est aussi beaucoup de sa faute, il n'a pas fait que des beaux lancers, Mahomes. Pourtant, ça commençait bien. Hein. Je crois que c'était la première action. Hein. Premier snap, il envoie sur une fenêtre vraiment très serrée. Sur Juju Smith-Schuster. Ouais, voilà. Et beaucoup de gens l'ont entendu. Hein. Beaucoup de gens ont soufflé comme ça en disant celle-là, on l'aurait pas tenté dès le premier coup, ça passait. Donc on s'est dit, c'est bon, là, il passe en mode Terminator. Et après, il a envoyé des parpaings. Patrick Mahomes, il est devenu. C'était quoi il avait. Mac Jones. C'était devenu Mac Jones, Colbert. Il s'était transformé. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, les fois où d'habitude, il arrive à lire et qu'il voit qu'il n'a pas de possibilité de faire de passe, Mahomes, il arrive à courir, à trouver les espaces et à grappiller comme ça ses petits yards. Là, de toute façon, il était obligé de courir, mais ses 4 portées n'ont rien donné. À 25 yards, il s'est fait découper dans tous les sens. Donc voilà, une défense des Eagles qui est incroyable. C'est-à-dire la couverture aérienne a été incroyable. La pression au sol était incroyable. Et alors, mea culpa, là, parce que je lui en ai mis quand même souvent plein la tête durant la saison. Il faut quand même reconnaître qu'on a eu un Jalen Hurts en patron, un Jalen Hurts sérieux. Alors, il a fait sa boulette, mais moi, j'appelle ça, c'est une Hurts, faire une Hurts. Voilà, il est obligé, en fait, il sort un beau match, mais il est obligé de faire son truc dégueulasse. J'ai l'impression, c'est sa touche d'artiste comme ça. Il est obligé de mettre son vieux point là comme ça sur sa toile magnifique. 17 sur 22 à la passe, 221 yards, 2 touchdowns, une interception. Il est aussi, en termes de yards, le meilleur coureur de son équipe. Ça aussi, on pourra en reparler finalement. Là, on parle souvent d'un Jackson Henry, d'un Cook Allen. Le duo Hurts-Barkley fait peur parce qu'en final, Saquon Barkley, il s'est peut-être plus illustré à la réception qu'à la course. Mais en tout cas, d'avoir ce niveau-là entre les deux, entre Hurts et Barkley, on ne sait pas qui va courir. Et finalement, ça a laissé des espaces. Et en fait, à chaque fois, les Chiefs, côté défense, n'arrivaient pas à répondre, n'arrivaient pas à stopper quand une course partait d'un côté ou de l'autre. Ça a bien distillé les ballons. Devonta Smith, A.J. Brown, Dodson aussi, Barkley, du coup, comme je l'ai dit. Et même Goddard, 2 targets, 2 réceptions, 27 yards. Donc voilà, vraiment, en fait, il y a eu une équipe qui était à 100% des 2 côtés du terrain et une qui était à 10%. Et vraiment, les Eagles incroyables sur l'ensemble du match. Ouais, et tu vois, j'avais un regard un peu biaisé parce que je trouvais le match de Hurts vraiment excellent. Et en fait, quand tu regardes le nombre de passes et le nombre de réceptions, c'est pas si fou que ça, en fait. Mais j'ai l'impression de le voir un petit peu partout parce que, notamment en deuxième mi-temps, quand il y avait un petit peu de pression des Chiefs qui arrivait sur les Eagles, sur Hurts, il faisait les bons choix, quoi. Quand il y a du blitz qui était envoyé, il prenait le temps et ensuite il prenait la poudre d'estampette, il prenait la petite brèche qui s'ouvrait devant lui et puis il gagnait 10-15 yards et il a fait la différence là-dessus. Et si les Eagles ont continué à avancer
surtout en deuxième mi-temps, même s'il n'y a pas eu beaucoup de touchdowns et un peu plus de field goal, mais ils avançaient, arrivaient sur le terrain, à part se faire sortir du terrain à punter. Bah, pour le coup, c'était en grande partie grâce à Jalen Hurts et grâce à ses jambes, parce que oui, il y avait le jeu de passe qui était là. Mais quand la pression arrivait, et bah, lui, avec son jeu de course, il a mis à mal vraiment cette défense des Chiefs, qui normalement est plutôt bonne dans ce secteur-là, ce qui était assez étonnant finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire que son titre de MVP du Super Bowl est mérité? Par rapport à tout ce qu'il a montré, je te dirais oui, mais si on avait pu le donner à la D-line entière des Eagles, j'aurais plutôt donné à la D-line. Mais comme c'est un titre individuel, écoute, je trouve qu'il l'a pas volé loin de là et qu'il l'a largement mérité. Ouais. Ouais, on aurait même pu la donner à la défense au complet. Je pense vraiment, c'est une prestation défensive, mais c'est une victoire de l'équipe globale. Mais moi, j'ai plus été impressionné par la défense des Eagles qui a impressionné depuis tout le début de cette saison. Mais vraiment, là, sur ce match-là, ils ont été incroyables. Hurts, si, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est mérité. Comme tu dis, c'est peut-être pas extraordinaire, mais il a été plutôt propre. Hormis cette interception qui était vraiment affreuse. Il y en a eu une deuxième, mais bon, il a de la chance. Je crois qu'elle est pas, elle est pas Non, c'est interceptée. l'inverse. C'est CJ Gardner-Johnson qui intercepte Mahomes. Euh, Ah, peut-être. Non, Il mais en envoie qu'une. oui, non, mais Hurts, il en a pas fait une dégueulasse, mais bon, qui est échappé par le défenseur qui n'arrive pas à la capter, donc ça ne fait pas Au début du interception. match. Oui, oui, au début Ouais, du match. Ouais. mais il en fait une deuxième quand même. Donc voilà, il y a toujours ces petites erreurs, mais il a été un bon game manager, je trouve. Il a bien résisté à la pression et, euh, et écoute, ouais, il a su utiliser ses jambes au bon moment. Et même un Barclay, tu vois, il fait 25 portées, il fait que 57 yards. Je trouve qu'il a bien été maîtrisé là pour le coup par la défense des Chiefs. J'ai l'impression que Spaniolo, il a vraiment bien Ouais. travaillé ça. Mais bon, limite, ils ont travaillé que ça, on a l'impression, parce que sur tous les autres aspects du jeu, ils se sont fait ouvrir de tous les côtés les Chiefs. Et bah, on a quand même, du coup, on a 23 lancés côté Eagles. Kenny Pickett, les amis, Kenny Pickett a lancé. Alors, il a lancé, hein, Ouais, ouais. c'est tout. Hein. Il a jeté le ballon. Voilà, c'était pour le show, c'était pour le show du Super Bowl. Mais voilà, ils ont quand même réussi à grappiller le temps. Hein. N'empêche, je crois qu'ils ont 36 minutes 37 minutes quasiment, 36, 58, 37 minutes de possession, alors que les Chiefs n'en ont eu que 23. Non, vraiment. Bah, à la mi-temps, il y avait quelque chose. Enfin, je crois que les Chiefs avaient 4 ou 6 minutes de possession. Ouais, non, mais Sur une voilà. mi-temps de 30, donc à partir de là, et ça a été Voilà. un rouleau compresseur en fait sur le deuxième drive notamment, ça a été un vrai rouleau compresseur Ouais. à la course, à la passe, et on peut faire du coup la comparaison avec les Chiefs. Barclay, on a vu que ça a été compliqué, il y a eu un match compliqué à la course, et ben ils n'ont pas lâché le plan de jeu. Alors oui, quand tu mènes, c'est un peu plus facile, quand tu es à 7-0, 10-0, de ne pas lâcher ton plan de jeu, oui, effectivement, c'est plus simple. Mais ils ont quand même continué, et Barclay, sa course la plus longue, c'est 10 yards. Ce qui n'est pas non plus, quand tu vois les playoffs qu'a fait Barclay, où il mettait des touchdowns de 60 yards tranquille, on voit que ça a été un match difficile pour lui, mais ils ont persisté parce qu'il fallait garder cette défense-là, cette boîte-là de 7 ou de 8 défenseurs. Je ne sais pas combien ils mettaient à chaque fois, Spaniolo de défenseurs dans la boîte, mais c'était assez énorme, ce qui a permis aussi de faire des play-action, d'ouvrir des espaces pour les receveurs. Et ça l'a fait parce que Devonta Smith, il prend un touchdown de 50 yards parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs, beaucoup trop de linebackers dans la boîte pour limiter le jeu de course de Barclay. Le plan de jeu offensif et défensif des Eagles a été parfait, a été suivi par tous les joueurs. Il n'y a pas eu une seule fausse note de leur côté. On pourrait revenir aussi côté défensif des Chiefs, où il y a des joueurs qui ont un peu pété les plombs. Spaniolo, sur le bord de touche, a pété les plombs envers ses joueurs. Mais tout le monde a joué son rôle, tout le monde a fait le taf. Et ouais, c'est la victoire d'un groupe de 53, parce que finalement, même les special teams n'ont pas fait d'erreur. Jack Elliott, qui a été un peu en difficulté cette saison, notamment à plus de 50 yards, je crois qu'il a passé son field goal de 50 yards dans le match. Donc, tout le monde a eu son rôle et tout le monde l'a bien fait. Donc, voilà, c'est vraiment la victoire d'un groupe et d'une équipe au complet.
Exactement, exactement. De toute façon, tout le monde a pété des plombs, hein. Je crois qu'à un moment, mais bon, ça c'est récurrent, mais Sirianni et Gibran aussi se sont pris un petit peu. Bah, oui, alors c'est Jay Brown qui a un peu pété un câble, et en même temps, avant qu'il pète un câble, je me suis fait la réflexion de, mais en fait, pourquoi ils lui font faire que ce tracé-là? Et c'était toujours un tracé cible, vraiment tout droit, court, et puis on verra ce que ça donne. Et bah, l'action d'après, il fait un tracé un peu où il rentre dans le terrain, il catch la balle et il y a quasiment touchdown où il fait 15 yards ou quelque chose comme ça. Mm. Donc en fait, il a eu raison. En fait, bah, c'est sur le touchdown qu'il met, c'est un tracé où il traverse tout le terrain, il part de la droite, il va vers la gauche. Et bah, il met le touchdown, quoi. Donc, enfin, il a pété un cap, ça a donné un drive ou un jeu d'après où bah, il a réussi. Bah, ce qu'on peut lui reprocher finalement, c'est sûr que ça doit être compliqué à gérer tout au long d'un match ou tout au long d'une saison, ce type de caractère. Mais en soi, quand moi je regardais le match, je me suis fait vraiment la réflexion du bah, faudra peut-être utiliser autrement parce que là, tu juste un mec qui court tout droit, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, même pour lui, tu vois. Donc, oui, il y a juste eu ce petit grain de sable, mais qui au final a amené à un touchdown pour Adja Brown. Donc, ça a été nécessaire Oui. pour eux aussi. Oui, oui, non, et puis je crois qu'il faisait partie de ceux qui portaient le seau de Gatorade pour mouiller Oui, Sirianni, donc finalement ouais, c'était de bonne guerre. D'ailleurs, on peut en parler, hein, les Chiefs qui étaient vraiment en roue libre à la fin du match, hein. C'est-à-dire qu'on n'était même pas sur le 2-minute warning, ils balancent non. déjà la Gatorade dans la tronche à Sirianni. Brown aussi qui fait un petit clin d'œil, hein, à ses détracteurs, aux journalistes et compagnie, qui sort son fameux bouquin sur le bord du terrain. Euh, Ça célèbre, ça envoie Pickett sur le terrain. Enfin, à un moment, les Eagles, on n'avait plus rien à foutre, hein. Ouais, il reste encore 4 minutes, j'avoue. Mais en fait, même nous, c'était un peu long parce qu'on voyait que le match était terminé. Puis au fait, il y avait le temps mort des 2 minutes, il y avait des touchdowns des Chiefs. On s'est dit, bon, ah, c'est bon, allez, le match est fini, tout le monde est crevé, allez, c'est bon, finissez quoi. Ah, je crois on en parlait après le match. J'étais à la gare, j'étais retrouvé par Alex. On attendait notre train respectif. Et je crois que même on en discutait sur ça. Et Alex disait aussi que ça se trouve, il aurait pas tenu, s'il n'était pas au bar, il aurait pas tenu tout le match à la mi-temps. Il sera allé se coucher. Moi aussi, au bout d'un moment, parce que franchement, c'était pas le Super Bowl le plus glorieux et le plus intense qu'on ait vécu, hein. Non, mais c'est vrai que j'en parlais du coup avec d'autres personnes. Et on a perdu l'habitude des Super Bowls de blowout, des Super Bowls qui sont un peu inintéressants. Ça faisait longtemps, hein. Mm. Alors, plus ou moins longtemps, parce que je dirais en tête, j'avais le Chiefs Buccaneers, mais qui s'était quand même décanté plutôt sur le milieu de troisième quart, voire début du quatrième. Mais sinon, il fallait remonter assez longtemps pour avoir vraiment un match plus ou moins bien. Le Patriots-Rams, il n'était pas très bien, très beau à voir, mais il y avait du suspense parce que c'est fini qu'en 13-3. Sinon, le dernier match, pour moi, c'était le Seahawks Broncos et ça remonte à 2013, quoi. Donc, on a un peu perdu cette habitude, je trouve, de Super Bowl inintéressant ou joué, je dirais, à la mi-temps ou au milieu du troisième quart. Mais c'était quelque chose d'assez régulier sur des années anciennes. Donc, ça arrive, mais c'est vrai que bon, bah, dommage que ce soit à ce moment-là. Ouais. Exactement. Mais bon, l'affiche était quand même XXL et Ouais. c'est pour ça que ça choque un petit peu. Mais bah, ça arrive, hein, de se trouver, même quand on est les Chiefs, vous voyez, ça arrive. Donc voilà, dans votre vie, si vous vous trouvez un moment, il n'y a pas de souci. Même les Chiefs l'ont fait et ils s'en rappelleront. T'as souligné tout à l'heure même le très bon match de Cooper de Jean ou de Jean en bon français. Euh, Quand même, de l'autre côté, on peut se réjouir d'une chose peut-être. Alors bon, même si ça a été beaucoup au niveau du garbage time, n'est-ce pas? Mais Xavier Horsey, on est content du petit gars de ce côté. Je le souligne parce que, j'aime bien le joueur, j'aime bien ce qu'il a fait comme saison. Et vu que c'est une de mes seules hot takes qui est à peu près passée en début de saison où j'avais annoncé que Horsey allait faire une bonne saison, j'aime bien le souligner du coup. Mais Warzy, voilà, finalement, il sauve un petit peu. C'est le seul qui a vraiment joué, qui a réussi son match. Lui, pourtant, le rookie, quoi. Mm. Ouais, et puis bah, l'inquiétude pour Worthy, c'était le fait que ce soit un receveur très frêle pour la NFL. Oui, c'est un speedster et qu'il avait parfois des drops un peu fâcheux. Bah, écoute, sur la grande scène, il fait 8 réceptions sur 8 targets, 157 yards et 2 touchdowns. Oui, dans le garbage time et avec l'équipe B, ce qu'on a vu, c'était plus du tout le même backfield défensif du côté des Eagles. Mais malgré tout, il a enrhumé à un moment donné Cooper de Jean et c'était au début du troisième quart-temps, milieu du troisième quart-temps. Donc là, il y avait encore les titulaires en place. Il a fait une belle réception de 50 yards. C'est du bonus pour les Chiefs pour l'année prochaine. Ils savent qu'ils ont normalement un receveur qui est assez solide. Et puis, il y aura peut-être le retour aussi de Rashee Rice. Alors, de sa blessure, oui, mais de ses soucis judiciaires,
à voir aussi parce qu'on sait que la NFL aime bien punir 2 ans après, des fautes dans la vie perso. Donc à voir ce que ça donne aussi, de ce côté-là. Mais voilà, ils ont eu un bon joueur sur la saison et un très bon joueur pendant les playoffs. Donc c'est un joueur sur lequel ils vont pouvoir et devoir, je dirais, s'appuyer sur les années futures. Ouais, tout à fait. Puis il faut faire attention, là, c'est l'intersaison, hein, c'est la off-season, donc aussi, on le sait, un certain joueur s'ennuie, donc ils pètent des plombs, et c'est à ce moment-là qu'ils ont des problèmes judiciaires. Bon, sauf Tyreek Hill, hein, qui a le don de se faire arrêter 2 heures avant le match, d'arriver au match, de planter sa méga réception et son méga touchdown. Mais voilà, en tout cas, on est sûr de rien. Affaire à suivre, en tout cas, de ce côté-là. On va faire un petit tour PA, on en parlait parce qu'il faut quand même dire. Mais ça va, niveau temps, là, on tient. Mais oui, on est bien. Doug va pouvoir te faire encore une belle phrase, en dire que tu parles trop longtemps, hein. On embrasse Doug, mais on t'écoute PA avec grand plaisir, en tout cas. Non, il faut quand même qu'on vienne parce que dans le package soirée Super Bowl, il y a quand même un événement, c'est le show, hein, à la mi-temps. Qui nous permet normalement de souffler un petit peu plus longtemps d'habitude. Alors si vous êtes comme moi et que vous vous en fichez du show, ça vous permet de faire la pause toilette, d'aller recharger en boisson et en nourriture. Mais si vous êtes un fan de musique comme PA et que vous aimez regarder, vous aurez votre avis. Parce que moi, mon dernier, comme je t'avais dit, PA, mon dernier souvenir de show, c'était 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg et toute la clique. Et tu m'as dit que finalement c'était il y a 2-3 ans. Je me rappelais même pas, tu vois, pour te le dire. Mais toi, tu auras un avis plus là-dessus. Là, cette année, c'était Kendrick Lamar. Moi, j'ai trouvé le show simple mais efficace. C'était beau, il n'y avait pas d'explosion. La scénographie était très neutre, était très simple. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que ça fait son petit effet. Les chansons étaient bonnes, il y avait de l'ambiance. Toi, tu as un avis un peu plus contrasté, je crois. Bah, je pense que les supporters des Ravens ont été très contents du show parce qu'ils ont vu Lamar au Super Bowl. Ah, peut-être pas celui qu'ils attendaient. Mais Ça tacle. ça tacle. Mais je sais pas, non, je me suis ennuyé. Mais parce que je suis pas très rap hip-hop, je peux écouter. Alors, j'ai eu ma période Eminem, donc j'étais très content de le voir il y a 3 ans. Mais je pense que son show est fait pour les personnes qui sont dans le stade et pas forcément très télévisuel parce que Kendrick Lamar était aussi là, justement. On peut s'en rappeler il y a 3 ans quand il y a eu tout ce show là à Los Angeles avec tout rap hip-hop, etc. Et en fait, je trouvais que même lui, à ce moment-là, c'était un show assez visuel ce qu'il avait proposé parce qu'il y avait, il y avait une map de toute la ville, il y avait des cartons, il y a des mecs qui sortaient des cartons et tout. Et je trouvais ça voilà, plutôt bien télévisuellement, mais sans plus. Et là, je pense que c'est pareil. Au stade, les mecs, les gens qui étaient ont dû kiffer. Mais à la télé, je trouvais que ça rendait pas super bien. Et puis de manière très personnelle, ces chansons, je trouve ça plat, en fait. Le mec chante pas, il parle. Et j'ai l'impression d'avoir une seule et même chanson sur 12 minutes. Alors, j'écoute pas du tout Kendrick Lamar, donc il n'y avait pas de chansons sur lesquelles je pouvais m'ambiancer. Et ça, c'est vraiment tout à fait personnel. Mais on en parlait en off. Le show a été récupéré par Apple, Pepsi ou tout ce qu'on veut. Et c'est Jay-Z qui manage le truc. Donc Jay-Z, il va mettre aussi ses petits poulains. Et moi, j'aimais bien quand il y avait une petite alternance de rock, comment dire, de Katy Perry, de Lady Gaga, voilà, trucs qui s'ambiancent un petit peu, de vrais shows avec des feux d'artifice, avec des trucs comme ça. Et là, voilà, on est plus sur de la scénographie. Bon, bah, tant pis, je dirais, mais avoir une alternance un petit peu de genre, je trouverais pas ça déconnant pour le public un petit peu lambda. Tout à fait. On vous rappelle, hein, vous retrouvez PA le lundi après-midi sur France Culture sur les pourquoi de la chanson. Bien sûr, il vous fait une petite chronique pas piqué des hannetons sur l'histoire des plus grands classiques. Mais écoute, moi, je sais pas trop. Moi, normalement, je m'en fiche. C'est madame le lendemain qui me demande et puis je regarde avec elle le show parce que vraiment, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Moi, j'aime bien surtout quand il y a plusieurs artistes, tu vois, qui font des petits mélanges et tout. Je trouve ça plus sympa qu'un artiste tout seul. Déjà, ça casse un peu le truc. Et puis, si t'es pas forcément fan de l'artiste, bah, t'en as peut-être une chance qu'il y en ait un autre qui sorte du lot. Donc, pourquoi pas. Mais ouais, je sais pas. Ouais, t'as peut-être raison. C'est plus un show pour les spectateurs qui payent leur billet $6 000. Donc, forcément, il faut qu'ils amortissent un petit peu. Il faut leur en mettre plein la vue, les pauvres. Enfin, bon, les pauvres, s'ils peuvent se payer le billet, c'est qu'ils en ont les moyens, en tout cas. Et c'est tout à leur honneur. Le livret A en PLS, hein, vraiment. Ouais, bah pour certains. Bon, après, tu vois, quand tu vois des
des Bradley Cooper et tout. Je pense que leur livret A, tout va bien. Je pense que Normalement. eux, ils sont invités surtout, mais Oui, voilà, où tu sais, c'est de l'argent de poche pour eux, $6 000, pas de souci. Mais on fera une rubrique business économie plus tard. Mais non, j'avais trouvé ça sympa. Je sais que dans l'équipe, Trey, qui aime beaucoup Kendrick Lamar, a beaucoup apprécié. Et lui, il avait apprécié ce côté plutôt lisse, sans trop d'artifice. Mais on ne peut pas tous les ans faire voler une femme enceinte de plateforme, le Super Mario. Alors forcément, peut-être que cette année, ils se sont dit, on va se calmer, surtout devant le nouveau président, on n'allait pas faire ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette confrontation, PA? confrontation et non, mais sur le Super Bowl en lui-même, je trouvais que la ville se prête extrêmement bien au Super Bowl. La Nouvelle-Orléans, je trouve déjà le stade magnifique, très sincèrement et je sais pas pourquoi, peut-être que c'était aussi la première année parce qu'on était tous ensemble, parce qu'on a vu aussi l'avant-match vraiment à 22 heures, on avait déjà des images du match ou tout ce qu'on veut, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'animation avant match autour du stade et que la Nouvelle-Orléans se prête vraiment à ça, quoi. Donc j'avais cette impression vraiment de même en étant en France, de vivre un truc spécial, Super Bowl, machin, avec pas mal d'envoyés spéciaux et tout. Je trouvais ça hyper cool, très sincèrement. Ouais, ouais. Bah, je te rejoins hein, forcément si tu dis du positif sur le Superdome, si tu dis du positif sur la Nouvelle-Orléans, je ne peux que te rejoindre. Non, mais tu vois, il y avait Mais des animations au quartier français, au French Quarter, ouais, et les bâtiments avec, du coup, tu vois, au premier étage avec leur terrasse, avec tout ce qu'on veut. Je trouvais que ça donnait un truc. Enfin, je te le disais en plus qu'on était au bar ensemble, que les rues étaient ultra étroites. Et je trouvais que ça donnait je sais pas, quelque chose de très partie américaine, tu vois, très, très fun, très, très bon enfant et ultra cool. Donc, non, j'ai beaucoup aimé l'ambiance d'avant-match, personnellement. non, tout à fait. Bah, moi, j'y suis pas encore allé. C'est prévu, en tout cas, en pèlerinage, n'est-ce pas, d'aller à la Nouvelle-Orléans. Mais je pense que, tu vois, oui, ça se ressent. Tu vois, c'est la ville, c'est Mardi Gras, c'est le carnaval, c'est le Mm. jazz, c'est des C'est cultures c'est- c'est aussi. vivant, quoi. Enfin, ça donnait Ouais, vraiment une ambiance très particulière, je trouvais. c'est cultures diverses et variées à la Nouvelle-Orléans. C'est très, très cosmopolite. Et je pense que tout ça, ça se ressent. C'est une ville qui, en tout cas, pour tous ceux qui sont déjà allés, qui disent ça respire la joie de vivre, ça respire la bonne ambiance, la fête constamment. Donc, je pense que pour le coup, c'est ça. Et tout ça est magnifié parce que forcément, quand ta ville accueille le Super Bowl pendant une semaine, la ville Oui. est quand même en effervescence. Tu as envie de fêter ça, tu as envie de vivre ça. C'est un petit moment à part. Donc je te rejoins sur le fait que ouais, c'est l'ambiance, en tout cas, l'ambiance rendait bien. Si vous avez l'occasion d'y aller, en tout cas, partagez-nous vos photos, vos vidéos. Euh, Allez faire un tour. Il respire aussi la bonne humeur du côté du French Quarter Podcast. Nos amis de Saints France hein, qui font un podcast magnifique. Et pour certains qui y sont déjà allés, qui expliquent aussi ça très bien, ce côté festif communautaire. Donc, allez les écouter, allez leur poser des questions, ils vous répondront avec plaisir. Mais en tout cas, ouais, c'est une ville qui respire ça. Écoute, pour te dire, j'ai écouté un podcast canadien, québécois, et qui parlait de la vétusteté du stade, et alors ils avaient dit ça en plus avec leur bel accent là, et qui trouvaient que autour du stade et dans le stade, c'était dégueulasse. Alors je sais Ah pas, ouais? ouais, je sais pas leur niveau. Dans salle? Enfin, Ouais, ouais, au niveau salle, apparemment. Alors, bon, je sais pas s'ils avaient sniffé trop de sirop d'érable, mais écoute, eux, ils avaient cet avis-là. Généralement, l'avis est plutôt positif. mmh. Donc, je sais pas. Après, ça dépend des a priori. Moi, quand j'étais allé au MetLife, j'avoue qu'à la fin du match, c'était bien dégueu. Il y avait des détritus partout. Mais après, c'est un stade, hein, de toute façon, c'est comme ça. Quand tu as autant de gens concentrés sur un moment aussi festif, je pense que c'est difficile de garder l'endroit 100% clean. Donc voilà, mais non, moi je trouve que ce Superdome, il a de la gueule. En plus, historiquement, il a quand même une lourde histoire hein, Mmh. avec en plus avec Katrina Ouais. et consorts. Donc non, vraiment, c'était un beau lieu de fête et un bon rendez-vous. Et toujours plus beau que ce foutu stade des Falcons à la con. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, écoute, je pense qu'on peut clore ce chapitre, PA. Alors, tu m'avais proposé, parce que on était tellement à fond que le conducteur, on l'a travaillé 2 minutes avant de tourner, bien sûr, n'est-ce pas, entre soucis techniques, on ne se voyait pas, on ne s'entendait pas, et de qu'est-ce qu'on raconte dans le conducteur.
PA, tu m'avais proposé quelque chose, et ben je te laisse vendre ton produit parce que c'était super intéressant. Ouais, parler de la suite pour les 2 équipes, autant pour les Eagles que pour les Chiefs. Il y aura des podcasts d'intersaison, ne vous en faites pas, mais de voir un petit peu déjà, là, tout ce qui a été, indiqué par certains joueurs. Barclay qui parle de, est-ce que c'est pas nous qui allons mettre maintenant notre dynastie? Kelsey, est-ce qu'il poursuit, est-ce qu'il poursuit pas? Voilà, il y a des interrogations dont on va avoir les réponses pendant l'intersaison et sur la saison prochaine, mais voilà, de parler de ces 2 équipes-là qui vont maintenant partir en off-season. J'ai regardé moi de mon côté, il y a quelques free agents qui s'annoncent, tant côté Chiefs que côté Eagles qui, peuvent aussi un petit peu rabattre les cartes, je trouve, tu vois? Côté Eagles, ce que je te disais en off, il va y avoir Josh Sweat qui a été le meilleur saqueur du match. Il va y avoir, Milton Williams, le defensive tackle, qui a également fait un super match avec 2 sacs, qui était omniprésent. Hem Voilà, ces 2 joueurs-là, est-ce qu'ils vont être signés? Est-ce qu'ils vont être remplacés? À voir, parce que ça va forcément, de manière automatique, affaiblir un petit peu la ligne défensive des Eagles qui, en fait, avait un tel roulement, en fait, que ces joueurs-là arrivaient toujours à être en forme sur les 60 minutes du match. La question va se poser là-dessus pour les Eagles, de garder ou pas ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont partir sur d'autres free agents? Je parle de ces 2 joueurs, mais il y a aussi Zach Bone qui a sorti encore Ouais. une fois un match énorme, une saison énorme et qui lui va vouloir un énorme contrat. Donc est-ce que les Eagles vont pouvoir s'aligner ou lui proposer quelque chose? Ils peuvent partir sur un tag également, hein, c'est jamais à négliger. Et puis côté Chiefs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant l'intersaison? Est-ce qu'ils repartent sur la ligne offensive? Parce qu'on a vu que ça a été problématique cette saison. Sur un receveur peut-être, parce qu'il y a Hollywood Brown, parce qu'il y a DeAndre Hopkins qui vont être free agents. Côté comment dire, défensif, il y a quelques noms aussi qui vont être amenés à bouger ou être regardés, ça va être selon. Il y a Justin Reed en safety, qui j'ai vu, il y avait un autre joueur aussi, Nick Bolton côté linebacker, et j'ai oublié de mentionner sur la ligne offensive côté Chiefs, Trey Smith, le guard, qui va être aussi free agent. Donc moi, j'ai le sentiment personnel, tu me dis ce que tu en penses, que les Eagles ont la possibilité de refaire de nouveau des belles saisons. Ça va être compliqué, mais ils peuvent retourner au Super Bowl dès l'année prochaine. Les Chiefs, on a l'impression que ça va être un petit peu plus compliqué sur les prochaines années. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors bon, forcément, il y a l'euphorie, il y a le côté entertainment, pour la déclaration, de Saquon Barkley, hein. Bon, il gagne, il remporte ce Super Bowl, il commence à parler de dynastie. Bon, calmez-vous, Oui, calmez-vous. Ouais. on a vu que c'était compliqué. Heu, voilà, gagner, imposez-vous sur le long terme comme l'ont pu faire les Chiefs ces dernières années, comme, à l'époque, les Patriots l'ont fait aussi. Ils ont les moyens, mais voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Heu, on verra d'ici 2-3 ans si on parle de dynastie. Par contre, pour moi, ils ont la capacité parce que déjà, ils ont, un très gros roster. Ça veut dire ils ont, je trouve, une équipe très équilibrée, que ça soit côté offensif ou défensif. Même au niveau de la profondeur d'effectifs, bah, on a vu même quand ils alignent les remplaçants, ils font le taf. Alors c'est peut-être pas aussi exceptionnel, mais les remplaçants sont quand même solides. Ils ont une profondeur qui aussi, je pense, pu jouer, en leur faveur cette saison et qui montre que même quand ils ont, des blessures, des joueurs qui passent à côté de leur match, bah, ils ont toujours quelqu'un derrière pour assurer le poste, quelques matchs. Et puis, faut quand même rappeler, c'est quand même ultra bien géré cette équipe, elle est ultra bien construite. Ils répondent chaque année dès qu'ils ont des gros besoins, ils répondent, présents, ils prennent les bons joueurs, au bon endroit, sans non plus, vendre la baraque, que ça soit à la free agency ou en draft surtout. Depuis l'année dernière, enfin depuis cette saison du coup, mais donc qui est la dernière année, ils intègrent les rookies immédiatement, chose qui n'était pas trop dans leur culture, dans leur ADN avant, et en plus, ça a payé de suite, hein, les Quinton Mitchell, les DeJean et tout, ça a fonctionné de suite. Donc, à mon avis, ils vont se souvenir de ça et pour les prochaines saisons, ils vont pas hésiter à mettre les nouveaux tout de suite au charbon, ce qui fait que dans quelques saisons, ils seront tout de suite prêts parce qu'ils auront déjà engrangé de l'expérience. Donc pour moi, les Eagles, ouais, les Eagles, ça peut faire mal sur la durée et ça peut peut-être, possiblement créer cette dynastie, dont Barclay parlait.
Pour les Chiefs, ça va être plus compliqué. Alors, pareil, faut pas être dans la Non. dramaturgie, parce que c'est pas parce qu'ils ont perdu que là, voilà, ça va s'effondrer. Il y a toujours Reed, il y a toujours Mahomes, donc ils font toujours des choses. Il y a encore Spagnuolo, donc de toute façon, au niveau défensif, il y aura toujours cette patte. Après, oui, il y a 2-3 joueurs. Peut-être pareil, un Chris Jones, pourquoi pas le remercier, parce qu'il a peut-être fait son temps aussi, et pendant qu'il a encore une bonne valeur, pourquoi pas entre guillemets, s'en débarrasser. Mais moi, par exemple, tu vois, les problèmes, oui, c'est par exemple au niveau de la réception, parce que bah, on peut pas mettre sur le. Alors, il va être sophomore la saison prochaine, mais on peut pas tout remettre sur Worthy l'année prochaine. Donc, va peut-être falloir travailler, parce que forcément, des Hopkins, des Marquise Brown, ils ont déçu, alors qu'ils devaient apporter leur expérience, qu'ils devaient apporter leur vécu, et ça ne s'est pas montré. Un Kelsey qui est dans le questionnement, alors lui-même, et puis à un moment, de toute façon, il faudra le changer. Kelsey, la saison prochaine, même s'il revient, il aura 36 ans. Kelsey, on l'entendait, hein, mais il a son podcast, il a participé à des films, il participe même à la tournée de sa meuf, là, de Taylor Swift. Il participe, il monte sur la scène pour faire le show. Donc pareil, j'ai l'impression qu'il se détache de plus en plus, plus la retraite approche, plus il se détache du football. Ça aussi, il faudra y penser. Et donc, un Noah Gray tout seul ne pourra pas tout faire, surtout, parce qu'il faut quand même le remplacer. Hein. Kelsey, c'est quand même quelque chose. Hein. On en rigole souvent en parlant de Taylor Swift et de son âge, et que ces dernières années, il a un petit peu moins d'impact sur le jeu des Chiefs, mais il reste quand même un grand bonhomme, et il reste dans le top de sa position dans ce sport. Donc, il faudra aussi en parler. Et puis, défensif, oui, faudra aussi amortir quelques départs sûrement qui vont arriver. Et donc, voilà, Spagnuolo, il pourra pas faire non plus saison après saison avec toujours le même effectif. Donc, faudra voir aussi de ce côté-là. Ouais, côté tight end pour les Chiefs, ils ont drafté Jared Wiley l'année dernière, qu'il a été sur Injured Reserve, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué, mais on va voir ce que ça va donner. Effectivement, il y a vraiment cette interrogation-là. Tu parlais défensivement côté des Chiefs, il y a des joueurs de rotation qui vont être free agent, et c'est ça, tu vois. C'est des joueurs aussi qui ont leur importance. Il y a Charles Omenihu qui revenait des croisés, il me semble que c'était des croisés ou une grosse blessure, l'année dernière qu'on a vu à partir du milieu de la saison, qui est un joueur important de la ligne défensive. Il y a McPennell, et un joueur que moi j'ai beaucoup aimé pendant ce Super Bowl-là, c'est Wharton, donc pareil de la D-line, qui a arrêté pas mal de courses de Barclay. En fait, t'enlèves ça, t'enlèves des joueurs bons, des joueurs de rotation, et ce sont des joueurs importants, et ce sont des joueurs qui te permettent en fait d'arriver plus ou moins frais, je dirais, à la fin de la saison, et en tout cas de mettre une pression en continu sur la ligne offensive de l'équipe adverse. Après, voilà, c'est des joueurs qui peuvent être signés à coût de 2, 3, 4, 5 millions. On les connaît, ces joueurs-là, donc voilà, c'est à voir ce que ça va donner pendant la free agency, mais attention côté Chiefs, parce qu'ils avaient fait une draft sur les 2-3 dernières années quasiment full défensive, ou en tout cas, les défenseurs qu'ils avaient pris ont quasiment tous performé. Maintenant, il va falloir remettre encore le biais sur l'attaque et sur la ligne offensive une nouvelle fois, parce que hormis Tag, je vois pas comment ils vont pouvoir re-signer Trey Smith, par exemple, quoi. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué côté Chiefs. Et côté Eagles, j'ai oublié de le mentionner, mais bon, c'est un secret de Polichinelle, mais Kellen Moore, il semblerait qu'il a bien aimé la Louisiane, finalement. Lui, il peut laisser ses bagages dans le stade. Normalement, il devrait prendre les rênes de l'équipe. Alors là, c'est vraiment pour passer sur un sujet annexe, mais je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée du côté des Saints, parce que je trouve que le boulot qu'il a réalisé avec Jalen Hurts, alors c'est peut-être pas un très bon play caller ou un très bon designer, Kellen Moore, il a des bons jeux à un moment donné, mais sur la globalité d'une saison, je trouve que parfois c'est un petit peu compliqué ce qu'il propose. Mais au niveau des QB, il a été offensive coordinateur avec Dak Prescott, il a été avec Justin Herbert, il a été avec Jalen Hurts, et ça s'est hyper bien passé à chaque fois. Là, il y a des news qui viennent de tomber en disant qu'il prendrait les rênes des Saints avec Doug Nussmeier, qui a été drafté justement par les Saints il y a de très nombreuses années, qui arrivé en tant qu'offensive coordinateur, qui est le papa de... Merde, j'ai oublié son nom, de Nussmeier, de LSU, du côté de LSU. Ouais, c'est ça, du côté J'ai de plus LSU. son prénom, mais voilà, à 80 Garrett. km, bâton rouge. Voilà. De Garrett Nussmeier, qui va se présenter à la draft
2026. Tu vois le coup venir pour les Saints? Et je trouve que du coup, ça serait une bonne signature pour les Saints parce que ça serait un développeur de QB, donc ça serait top pour eux. Mais voilà, c'est le côté annexe. Mais voilà, encore une fois, du côté des Eagles, possiblement l'un de leurs 2 coordinateurs va partir. Ça avait été le cas il y a 2 ans, ça avait été compliqué l'année dernière, notamment en fin de saison. Toujours, voilà, faut toujours faire attention. Qui va prendre la suite de Kellen Moore? Ça peut être un petit peu plus difficile offensivement. Il y aura toujours cette interrogation-là, donc Ouais, ça, tu vois, ça m'effraie pas parce que il y a 2 ans, c'est vrai qu'on se disait, bah là, on va enfin voir Sirianni parce il était bien entouré, il mmh s'était bien entouré, il avait bien travaillé avec ses coordinateurs. ouais. Bah finalement, il a eu raison. Je pense que du coup, pour ce côté-là, on peut cracher aussi sur lui parce qu'on l'aime pas ou pas. Et de toute façon, il est, je trouve, très détestable ce monsieur. Mais j'ai l'impression que Sirianni, c'est un vrai head coach qui sait en tout cas bien s'entourer, qui sait bien manager et c'est aussi le rôle qu'on lui demande. C'est son rôle principal, hein, le head coach. Donc, euh, donc pour ça, ça ne m'effraie pas. Et ouais, Kellen Moore, viens chez nous, fais-toi plaisir. Pareil, après voilà, on ne sait jamais, hein, un bon coordinateur n'est pas forcément un bon head Non, coach et inversement. Donc à voir, mais c'est un côté positif en tout cas. J'ai l'impression côté Saints pour moi de ce côté-là. Donc voilà, donc vraiment à voir, mais ça me fait pas peur. J'ai l'impression que tu vois le problème des Eagles en tout cas, et ce qui agace un peu, c'est que ils draftent bien, ou en tout cas, ils scoutent bien aussi. Ils prennent des bons joueurs qui ont vraiment de l'impact direct ou sur le long terme pour l'équipe et ça construit bien. Mais au niveau du coaching staff aussi, ça construit toujours bien et ils ont ouais, toujours des bonnes pépites où ça travaille bien. Et même, tu vois, même quand ils ont une saison sans comme l'année dernière, ils rebondissent tout de suite et paf, ils sont champions. Donc, ouais, non, ça, de ce côté-là, ça ne m'effraie pas. Et bon, et quand s'ils ont les tauliers derrière qui restent et qui auront toujours cet ADN et cette patte, pourquoi pas. Donc vraiment de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et puis ouais, non, par contre, côté Chief, il y a aussi un problème, et tu vois, tu l'as bien souligné, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé ces dernières saisons, surtout la défense, et ça s'est vu, parce que du coup, bon, bah, il y a Spagnuolo, forcément, ça met la cerise sur ton gâteau, mais ils ont drafté, ils ont signé des joueurs avec un véritable impact, et ils ont une très grosse défense. Le problème, c'est au détriment de l'attaque, j'ai l'impression. Et on le sait, hein, l'attaque, ça fait gagner des matchs, les défenses, ça fait gagner des championnats. Mais surtout, une défense, ça s'épuise beaucoup plus vite qu'une attaque sur le terrain. ouais. Et ils ont peut-être aussi, ils ont peut-être ce retour de bâton, tu vois, depuis 2 saisons, la défense fait beaucoup le boulot et l'attaque s'est un petit peu plus reposée, en tout cas, sur cette défense. Et il y a aussi peut-être ce côté plus de fatigue, d'usure psychologique et physique du côté de la défense. Donc j'ai l'impression que oui, il va falloir remuscler un petit peu le côté offensif des Chiefs pour que l'offense des Chiefs reste un peu plus sur le terrain et laisse un peu plus souffler sa défense pour tenir sur toute la saison. Parce que comme on l'a vu, bah, le dernier match le plus important, bah, ils sont passés à côté, quoi. Donc va falloir aussi, va falloir souligner ça. Kelsey, c'est bientôt le clap de fin pour lui. Donc Ty va falloir voir. Moi, franchement, là, quand tu vois en free agent côté Chief, tu as Samaji Perrine qui sera free agent, Karim Hunt. Mais il reste quoi au Chief au niveau de la course? Bah, il reste Pacheco, oui, et Carson Steele. Bah, ça me fait pas rêver, hein. Non, après, c'est des joueurs qui peuvent être signés, tu sais, sur 1 an. C'est pareil, Zach Bone, quand il a signé aux Eagles, c'était un contrat d'1 an pour, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de contrats d'1 an, sur les dernières années, mais il y a des joueurs qui vont être signés automatiquement. Oui, Après, les c'est Chiefs sûr. sont pas un salary cap énorme. J'ai regardé, ils sont à 11 millions. Alors, ils vont restructurer, ils vont retravailler tout ça. Je me fais pas trop de soucis pour eux. Mais effectivement, quand tu draftes bien, ce que disait Alex sur le bilan d'intersaison l'année dernière, quand tu draftes bien, bah, tu sais qu'à un moment donné, tu peux pas re-signer tous tes joueurs. Ah oui. C'était un peu le cas pour du côté des Ravens notamment. Donc là, c'est de pas se tromper sur les joueurs que tu re-signes. Ça va être ça Mais l'enjeu pour eux. Et puis de continuer à bien drafter. Mais quand tu draftes bien aussi, tu as ce moyen de renouveler chaque saison ton Oui, effectif pour peu cher, vu que ils sont dans leur contrat rookie. Donc, quand tu draftes bien, bah, tu as moins de soucis quand même, en tout cas sur le long terme. c'est vrai. Hein, faut penser. En fait, quand tu fais une draft, il faut penser long terme. Il ne Mmh. faut pas penser à l'année d'après. Parce que ton joueur, il est rookie, il peut avoir sa première saison
un peu plus timoré, il peut passer à côté, il peut se blesser parce qu'il y a aussi un impact physique entre la NCAA et la NFL. Il y a quand même un impact. Donc, il y a tout ça. Mais vraiment, je pense que bien drafté, comme par exemple le font les Eagles, voilà, sur le long terme, ça leur construit une équipe dominante. Et alors, surtout, sans dépasser, j'ai envie de te dire, sans dépasser sur les bilans de la saison et les bilans d'off-season qu'on fera plus tard dans les semaines et mois à venir. Et là, on peut aussi voir sur la saison directe et le court terme, parce que côté Eagles, j'ai l'impression que ça va plutôt. Les Eagles, il y a les Commanders, mais bon, les Cowboys, ils commencent déjà à faire n'importe quoi. Les Giants, de toute façon, faut qu'ils soient tel le phénix dans la renaissance. Par contre, côté Chiefs, la division, elle commence à se muscler, que ce soit les Broncos cette année, mais les Chargers qui ont aussi surpris, et puis ça va être la deuxième année de Harbaugh, donc il va aussi pouvoir imposer encore plus sa patte. Et puis les Las Vegas Riders aussi commencent à faire des moves intéressants déjà, au niveau. Il y a quand même Carroll, moi Carroll, ça me hype. Donc il va falloir aussi faire attention à ça parce que déjà, pour aller en playoff, il faut remporter sa division. Pour avoir une semaine de repos supplémentaire en playoff, il faut remporter la conférence. Et donc, si la division se muscle, parce que les Chiefs aussi étaient ultra dominants sur la ligue, mais dans leur division, mais il fallait voir aussi la tronche de la division ces dernières saisons. Là, ça commence à se muscler aussi. Ouais, après pour les Chiefs, je me dis que tant que Andy Reid est toujours le head coach, ça devrait aller en saison régulière et puis encore encore un peu de playoff. C'est pareil, il commence à être âgé. Après, on voit effectivement Pete Carroll est plus âgé qu'Andy Reid et il revient coacher, donc peut-être qu'on en a encore pour 10 ans avec Andy Reid, mais ouais. Pour moi, c'est lui qui tient encore, en fait, je dirais un peu la baraque côté Chiefs, avec Mahomes, bien sûr. Et qu'à partir du moment où Reid partira, selon qui sera le nouveau head coach, ça pourra commencer à décliner côté Chiefs, et très fortement. Mais écoute, là, on est vraiment sur de la boule de cristal, et probablement que je vais me tromper dans les grandes largeurs, mais je vois plutôt ça comme ça. Et après, voilà, ils ont un bon GM, des bons scouts, ou en tout cas, voilà, ils travaillent tous correctement et à l'unisson. Ça peut repartir, il suffit d'une bonne draft ou de 2 bonnes drafts pour que ça reparte avec des joueurs vraiment établis qui restent, voilà, avec des contrats rookies. Donc, va falloir pour eux assurer de ce côté-là. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, moi, Andy Reid, sans revenir, alors on va pas revenir sur le match qu'on vient d'éplucher, mais tu vois, moi, ça m'a un petit peu inquiété dans le sens où j'avais l'impression qu'il était plus spectateur qu'acteur, quoi. Il n'a pas réussi à modifier son. Donc voilà, ça montre peut-être quelques limites. Après, de toute façon, à un moment donné, Andy Reid aussi reste humain, même si c'est un génie. Un génie en tant que head coach, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des petites limites à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Après, il n'est pas à la retraite encore, le papy. Bah, c'est lui qui décidera de toute façon. Oui, de toute façon. Mais, mais non, après, faut pas non plus faut pas tirer la sonnette d'alarme. Les Chiefs ne sont pas morts. Et l'année prochaine, ils feront partie des grands favoris. Ils vont être encore dangereux. Et surtout, cette défaite, ils vont peut-être revenir encore plus hargneux que les saisons d'avant. Parce que forcément, là, ils ont une revanche à prendre. Ça peut, et d'un autre côté, ça peut aussi faire comme les 49ers l'année dernière et cette année. Exactement. Mais bon, on va pas parler de la saison 2025. Écoute, on vient tout juste de finir la saison 2024. On va encore avoir plein de choses à voir, la free agency à partir du 12 mars et puis la draft en ligne. Voilà, déjà, reposons-nous un peu, Ouais, pleurons, c'est vrai. pleurons parce qu'on va être sevrés de foot. Voilà, nos familles sont déjà contentes, elles nous reverront le dimanche en pleine forme. Au boulot, ils seront contents aussi. On arrivera le lundi matin frais et dynamique. Donc voilà, tout le monde est content sauf nous au final. C'est un peu ça, ouais. On est seuls contre tous, personne ne nous comprend ici. Bon, en tout cas, PA, mission réussie. Je vois le chrono là. On a bien tenu. Et on a fait l'addition des deux scores, quoi. 40 plus 22, on est bon. Personne va y croire. Personne va y croire. Ils vont dire qu'est-ce que vous avez raconté, et on n'a pas raconté que des conneries, on n'a pas raconté que des saucisses. Je pense qu'on a été plutôt bon là on a un peu tout vu. Je pense que c'est bon là. C'est tout bon. En tout cas, c'est un clap de fin, de cette saison en tout cas. C'est vrai. C'était le dernier rewind et c'est, on va dire, le dernier épisode de la saison 2024-2025.
on vous prévoit, ne vous en faites pas, des petites choses, hein, tu en as déjà un peu parlé. La free agency, la draft, les bilans de la saison, les bilans d'off-season un peu plus tard, des lives, des jeux, hein, parce que maintenant que vous êtes devenus un petit peu ah, j'ai plus le nom là. Les Charlie et Lulu. Ouais, les Charlie et Lulu là. Ah oui, oui, parce que ça fait un duo. Non, j'avais l'autre là, le foot de question pour un champion là. Ah oui, ah oui, ah oui. Julien Lepers. Voilà, Julien Lepers, on embrasse le Poitou. Et oui, bien sûr. Mais en tout cas, non, voilà, vous nous prévoyez des bons petits jeux en live. On vous prévoit aussi d'autres choses en live. On va travailler aussi pour la nouvelle saison. Ne vous en faites pas. Et puis bah voilà. Je pense que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, merci à tout le monde. Merci à GG et Alex pour cette saison-là, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a pu nous s'éclater, les quatre rookies de l'équipe, qu'on a pu s'éclater. Et puis, comme on l'a dit sur les dernières émissions, n'hésitez pas, hein, si vous voulez rejoindre l'aventure, ça sera avec grand plaisir. Et puis voilà, comme tu l'as dit, on va pas vous laisser sans front office pendant l'intersaison. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent en lien avec la NFL, mais pas que. Voilà, exactement. On part quelques jours en vacances. En fait, on va juste au boulot. On va juste au boulot. Voilà. Mais bon, pour pas faire grand-chose non plus, hein, mais c'est pas. On s'en sort bien. J'espère que personne dans mon entreprise m'écoute, en tout cas, de mon magasin. Je les embrasse, en tout cas, s'ils m'écoutent. Mais non, mais en tout cas, voilà. On vous prévoit plein de choses. Et ouais, c'était une belle saison. La deuxième année, c'est l'année de la confirmation, hein, normalement. C'est Là, ça. c'est tendu. Hein. Ouais. C'est tendu. Hein. On va jouer pour notre prochain contrat après. Exactement, pour signer un contrat XXL. Voilà, pour passer de 0 à un magnifique 0 €. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Non, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, suivez-nous partout, hein, sur Twitter X, sur Blue Sky, sur Thread, sur Instagram, sur YouTube et Twitch. Rejoignez le Discord. Il y a encore de la place. Hein, je crois qu'on est 138, 135, un truc comme ça. Mais continuez. Il y a même une personne, hein, qui est arrivée en plein pendant le match dans la nuit de dimanche à lundi, qui est arrivée sur le Discord. Donc, vous pouvez venir. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous venez quand vous voulez. Juste vous présentez. Sinon, Doug vous enverra son magnifique présentez-vous de l'enfer là. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci PA. Merci à toi. Et tu ne bougeais plus, je croyais que tu étais en train de friser. Non, Ça me faisait peur. C'est la confirmation de Kellen Moore aux Saints. Ah, et on finit sur une note positive. Et ça, c'est beau. Ça, j'aime. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée ou soirée suivant à l'heure où vous écoutez cet épisode. Suivez-nous, nous revenons très vite. Venez échanger avec nous, que ce soit sur YouTube en commentaire ou surtout sur le Discord. Alors là, vous pouvez aller discuter avec PA. Hein. PA, il vous fait des pavés, il peut tenir une discussion avec vous pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à le taguer, à lui poser des questions, il se fera un plaisir de vous répondre. Moi, vous pouvez me taguer, je vous réponds à peu près dans 3 mois, normalement, si tout va bien, si je me connecte. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout. En tout cas, merci à tous, merci encore pour cette belle saison. Content de vous avoir vu dimanche au bar pour ceux qu'on a vu en physique en tout cas. Bon sevrage à tous. Force, on est avec vous, on vous comprend. Et vive le football.